Le groupe reste sous le coup de l'étonnement suite à cette nouvelle. Le soldat explique alors la situation plus en détail. Moi et un autre soldat faisions une reconnaissance à proximité du cratère d'Eperdia. Nous y avons vu une armée d'Atrènes en masse. Ils semblaient se diriger vers la capitale de Prémora. Nous avons eu la chance de trouver une cachette sous la terre. C'est là qu'on a pu écouter la conversation de deux de leurs leaders, un jeune homme et une adolescente apparemment, discuter de leur objectif. Nous les avons distinctement entendus dire que leur cible était le château du roi Prémor. Une fois hors de vue de l'armée, mon camarade est parti prévenir la capitale au plus vite. Moi, je suis venu jusqu'ici chercher de l'aide auprès du commando Monor, résume-t-il ses péripéties. Il n'y a plus de commando Monor, dit Cécinos d'un ton aigre. Mais nous sommes là, nous. Je sais qu'on s'est pas mal planté ces derniers temps, mais je commence à avoir une furieuse envie de réussite, là, enchaîne Océane. Et vous êtes finit par demander le soldat. Nous sommes un groupe de combattants et le temps presse, d'après ce que j'ai compris. Nous allons nous rendre promptement au château de Prémora. Pendant ce temps, essayer d'aller chercher de l'aide auprès d'autres personnes, intervient Lorniel. Oui, tout comme il a dit, reprend l'invocatrice. Alors que le soldat, à moitié convaincu, obéit en s'éloignant, Cécinos fixe le groupe, paraît à partir, sauf Sénia qui ne comprend pas très bien ce qui se passe, attaché à son papa. Je connais le chemin le plus rapide pour se rendre au château. Il serait mieux que je mène la marche. Cela ne vous dérange pas d'être avec nous demande Gaëla. Je me suis emporté. Ce n'est pas votre faute si mes hommes sont morts. Il y a plus important à gérer tout de suite, rétorque-t-il en demeurant le plus impassible possible. En effet, confirme Lek. L'équipe se met alors en route sans tarder, prenant les montures les plus rapides laissées par le commando Monor. Au château de Prémora, les soldats sont sur le qui-vive, alors que l'armée d'Atrènes finit par se faire apercevoir à l'horizon. Ils n'ont pu mettre en place qu'une défense basique. L'information étant arrivée il y a peu, leurs préparations ont été succinctes. Les habitants ont tous été mis à l'abri, s'enquire le chef de la garde à son second. Nous regroupons les derniers. La construction des mages devrait tenir, si nous nous en sortons à la fin, informe-t-il. Oui, si nous nous en sortons, répète-t-il en essayant de se convaincre. Bien qu'armés et en position, les hommes et femmes en armure ne peuvent s'empêcher de trembler pour la plupart. Cette armée à leur porte étant une taille jamais observée avant par eux, ils redoutent. Cette tension ne s'étend pas, car les monstres avancent en rythme et ne tardent pas à se jeter sur les défenses du château sans attendre, devançant le groupe de 6 jeunes semi-démons qui marchent derrière. À leur tête, Ixion et une petite jeune femme aux cheveux bruns très posés. Ils sont accompagnés par Hector le tentaculaire, Thanatos le jeune garçon pouvant passer à travers la matière, tous deux rencontrés il y a quelques jours à Gorgera, ainsi que de 2 jeunes adolescents, un garçon et une fille, à chacun aux cheveux bruns longs rasés de moitié, respectivement sur la gauche et la droite. Ce petit groupe observe le combat pour l'instant, laissant à leurs yeux la chair à canon se charger de la chair à canon. Ils étaient préparés à nous accueillir, constate la jeune semi-démone à côté d'Ixion. Quelqu'un a dû remarquer notre arrivée, ce n'est pas surprenant. Ça doit vouloir dire qu'il y a une chance que ce groupe ait été mis au courant lui aussi. Et que font les autres, Vesta? Pour Maître Uzel, cela reste incertain, mais les autres devraient être là d'une minute à l'autre. Bien, j'ai le sentiment qu'ils ne seront pas de trop. À quelques kilomètres de là, le groupe, toujours mené par Cécinos, décide de quitter leur monture. Ils auront moins de chances de nous voir venir à pied, précise le fils de Monor. Attends-nous près des chevaux, on reviendra très vite, adresse Gaëla à Senia. Ignorant la moue de la petite fille, le reste d'entre eux avance alors de pied ferme en direction du château, quand en chemin, Jarès se met à avoir une réflexion. Quelques secondes plus tard, il décide de s'arrêter net, ce qui ne tarde pas à interpeller le groupe, Océane en particulier. « Qu'est-ce que tu fiches? On n'a pas le temps de rêvasser !»« Je crois que mon chemin s'arrête là. » Tout le monde est un peu surpris par cette déclaration à vif. L'invocatrice est la première et la seule à réagir. « Tu nous chantes quoi, là ?» Ça me paraît assez clair. Je me suis pris coup après coup. J'ai été assommé plusieurs fois, et là on part se frotter à une horde de monstres et de semi-démons. J'ai eu ma dose. Tu te rends compte de ce que tu dis? Et la promesse que tu nous as faite? Il faut croire que les démons n'ont aucune parole. Désolé. Quoi? Réagit Cécinos à ces derniers mots. Il est encore plus stupéfait en voyant Océane essayer de l'agripper, touchant le vide. Espèce de... vocifère-t-elle, attrapant l'image du démon dans le vide à plusieurs reprises. Adieu, termine-t-il avant de disparaître pour de bon aux yeux de tous. Très bien, casse-toi, va rester le lâche que tu as toujours été, hurle l'invocatrice, ne cachant pas sa colère et sa frustration. Tous restent alors un moment dépité, sauf Lorniel qui semble se rendre compte de quelque chose et Cécinos d'un autre quelque chose. Attendez, c'était un démon pendant tout ce temps? S'exclame-t-il. Il va falloir tout lui expliquer, soupire Nevis, bas. Tu vois que c'est pénible, lui rétorque Gaëla, bas également.
Un peu plus loin, à l'intérieur du château, les troupes ont énormément de mal à repousser la vague d'Atrènes couplée aux quelques semi-démons. En première ligne, Hector étrangle ses adversaires à coups de tentacules, tandis qu'un autre demi-démon, récemment arrivé au physique sportif, broie les soldats à l'aide de ses bras anormalement musclés. 423, 424, 425, compte-t-il au fur et à mesure qu'il tue des gens. L'extermination s'étend et assez vite, les soldats se replient, se sachant surclassés. 431. J'ai mis une bonne longueur d'avance sur Amphion et je n'ai pas encore fini, s'extasie le semi-démon au gros bras. Zétos, tu vas monter la garde ici avec Hector, commandiction. Quoi? Mais tu me gâches mon plaisir, là! Pourquoi on devrait rester là? Se plaint-il, son enthousiasme ébranlé par le chef de groupe. Parce que le groupe de héros risque d'arriver à tout moment et de ruiner l'opération. Il est impératif de les ralentir le plus possible pour empêcher qu'ils gênent nos plans. Tu t'inquiètes pour rien, ils ne passeront même pas la première pièce du château. Je préfère pallier à tous les risques. Quelques minutes plus tard, le groupe, privé de Semnia et Jarès et avec un Cécinos contrarié, arrive enfin devant les portes du château et assiste à une grande traînée de cadavres. Les corps sont encore très chauds, le combat se poursuit très certainement à l'intérieur du château, examine Lek. Nous n'avons pas de temps à perdre, dit l'invocatrice, se lançant à l'intérieur, suivi des autres. La grande salle d'entrée est elle aussi jonchée de cadavres. Quelques Atrènes demeurent dans le coin que le groupe s'empresse de tuer à coups d'armes et de magie. Lorniel remarque l'expression de colère d'Océane qui s'est intensifiée en affrontant les monstres. « Écoute, je sais que ce qui vient de se produire est contrariant, mais ce n'est pas vraiment une raison pour ne pas savoir contrôler tes émotions, lui adresse-t-il d'un ton visiblement agacé. Ce Jarès, lui et sa lâcheté, il me donne envie de cogner quelqu'un, l'ignore-t-elle, agrippant fermement son bâton, comme prêt à frapper n'importe qui. Vous vous attendiez à quoi? Sympathiser avec un démon? Il faut vraiment être inconscient en restant poli, rumine Cécinos. Oh là, monsieur nous prend de haut une fois de plus, réagit Névis. Gaëla, l'esprit alerte, les interrompt en se mettant entre eux. Arrêtez ça! Vous ne comprenez pas ce qui se passe? Elle se fait stopper par un coup de bâton d'Océane à l'abdomen. Maintenant, je sais qui je veux frapper. Qu'est-ce qui te prend, espèce de cinglé? Crient les péistes remontés. Tu n'en as pas marre de vouloir tout décider, tout prendre en main? Tu as insisté pour ne pas nous diriger, tout ça pour me refiler le sale boulot à faire ta chef quand ça t'arrange? Je n'aurais peut-être pas à le faire si tu nous dirigeais un tant soit peu correctement. Les deux filles se fixent, prêtes à en découdre. Lorniel, plus qu'exaspéré par cette scène, semble à deux doigts de s'y jeter aussi. Vous pourriez une fois utiliser juste votre cervelle pour réfléchir. En même temps, Lek, qui semblait se retenir depuis peu, se jette d'un coup sur Névis, lequel évite de justesse les coups de griffe. Un problème, le monstre? Réagit le magicien, contrarié. Arrête de te coller à Semnia, fustige le griffu. Une bande d'incompétents, voilà ce que vous êtes! Hurle Cécinos, également prêt à se battre. Pendant cette chicane, Uzel se tient derrière un mur de la pièce, contrôlant les émotions du groupe. Son plan semble bien se dérouler alors qu'il entend les disputes s'intensifier. Mais pris dans l'usage de son pouvoir, il ne fait pas attention au bruit de pas à proximité. Ce n'est que trop tard qu'il remarque alors une présence derrière lui. À peine essaye-t-il de réagir qu'une lame vient se planter dans son torse. Sidéré, sa blessure grave l'empêche de bouger plus et il aperçoit alors le visage apparaissant de celui qui l'a poignardé, Jarès. Se sentant stupide, il tombe raide mort peu après, alors que son tueur, les mains en stress, accuse le coup d'avoir froidement éliminé l'un des siens. Alors que le corps d'Uzel s'étale au sol, le groupe, encore étourdi, revient de son état colérique, juste avant qu'il y ait des pots cassés graves. Et ils se dirigent ensuite rapidement vers la salle où ils ont entendu le cadavre tomber et voient leur sauveur. « Jarès !» s'exclame l'invocatrice. « C'est bien moi. Et désolé pour cette scène, je craignais que ce démon recommence son truc. Et me détacher de vous me paraissait la meilleure stratégie. Il a à peine le temps de poursuivre qu'Océane lui met une baffe. Pourquoi tu nous as pas simplement mis au parfum pour ton plan idiot? Il devait craindre que certains semi-démons pouvaient lire nos esprits et qu'il fallait mieux qu'on pense qu'ils nous aient lâchés, analyse Lorniel. Oui, c'était exactement ça, enchaîne le démon, essayant de cacher le fait qu'il n'y avait pas autant réfléchi que ça, alors que ses mains tremblent encore. Océane lui fait alors soudainement une forte accolade, accompagnée par un petit silence. « Merci de ne pas nous avoir lâchés, souffle-t-elle. « De rien, sourit-il. On ne sort toujours pas ensemble. Je me doutais que tu dirais ça. » Elle remarque alors ses mains frémissantes contre son dos et comprend le léger état de choc qu'il essaye de dissimuler. Elle lui saisit ensuite les poignets pour le calmer. « C'est la première fois que je... C'est bon, on est presque tous passés par là. » le conforte-t-elle, prenant une voix inhabituellement douce. Les tremblements s'assoupissent peu à peu et le démon regagne le calme du corps. Pendant ce temps, les autres membres du groupe fixent Cécinos, qui se sent un peu obligé de faire une concession.
D'accord, je suppose qu'on peut lui faire confiance, finit-il par admettre avec une certaine moue. Le groupe prend quelques secondes pour observer le corps du zèle qui leur en aura fait baver ces derniers jours. Quand j'y pense, on n'aura jamais connu son nom, se dit Gaëla. On pourra se pencher là-dessus quand le château sera sauvé. Dépêchons-nous, relance Océane. Tous courent hors de là vers la suite du château, et seul Jarès se retourne un instant pour contempler une dernière fois, avec une certaine émotion, la toute première personne qu'il aura tuée de sa vie. Quelques instants plus tard, le groupe court dans les couloirs du château, se débarrassant au plus vite de quelques attraines sur leur route. Gaëla s'approche de l'invocatrice en pleine course. Océane, pour ce que j'ai dit plus tôt, je voulais que tu saches, écoute. Même si ces idioties qu'on a dites partaient d'un début de vérité, ce n'était pas nous qui parlions. On a juste tous d'excellentes raisons d'être à cran. Sache juste que j'ai toujours trouvé des interventions bienvenues, même si elles me font comprendre que je ne suis pas une chef parfaite. Tu es une très bonne chef, c'est juste que... Attention! Elle agrippe l'invocatrice et l'empêche de se prendre un puissant coup de poing de Zétos provenant du plafond. Le choc endommage fortement le sol. Hector apparaît également derrière lui, le regard fixant Nevis avec haine. Berk, c'est le type aux tentacules, s'écrie Océane. Pourquoi j'ai la sensation qu'il m'en grippe? Dit Nevis, des frissons dans le dos. Sans prendre la politesse de se présenter, les deux semi-démons s'attaquent sans tarder au groupe. Hector attrape vivement et resserre l'invocatrice dans une partie de ses tentacules avant qu'elle ait le temps de ramasser son bâton. Lorniel réagit vivement également en attaquant Hector d'un fouet d'air, mais ce dernier se sert du corps d'Océane comme bouclier et le sorcier arrête son coup pour ne pas la blesser. Zétos ne reste pas sur la touche et lance un puissant coup de poing sur le sorcier. L'aigle se met en position pour bloquer le coup, mais la puissance éjecte le griffu qui emporte Lorniel avec lui au sol. Aïe! Et Zétos suite au saignement provoqué par les griffes qui l'ont touché. Il n'a pas le temps de se reposer car Gaëla se jette sur lui. S'ensuit une rejoute entre son épée et le bras fortement musclé de Zétos. En même temps, Hector s'approche de Nevis, se servant toujours d'Océane comme bouclier. Lâche-moi! C'est dégoûtant! Se débat cette dernière. Nevis hésite à attaquer le semi-démon de peur de toucher sa chef d'équipe. Hector sent alors une présence derrière son dos et il fait balancer ses tentacules, atteignant Jarès qui a tenté de le prendre furtivement par derrière. Il l'attrape alors lui aussi dans ses appendices. Je n'ai besoin que d'un otage vivant. Pendant ce temps, Cécinos lance son javelot glacé en direction de la tête de Zétos, voulant profiter de son attention sur Gaëla. Mais le semi-démon remarque le projectile et le part avec son bras gauche. L'arme ne bouge pas de la masse de muscles grossissante et la glace commence à se répandre sur le bras, mais ses muscles bloquent assez vite cette expansion. C'est un peu handicapant, mais je ne pense pas que tu en aies deux comme ça, raille-t-il en jetant un œil vers Cécinos. Ce dernier fulmine un peu, mais Gaëla persévère dans sa rixe, essayant de profiter de l'ouverture permise par ce bras ralenti. De son côté, Hector commence lentement à resserrer ses tentacules contre le cou de Jarès pour l'étrangler. « Arrête !» crie l'invocatrice. Nevis se sent impuissant. Fixé par Hector, il ne peut se permettre une attaque qu'il a de fortes chances d'éviter et qui pourrait toucher ses coéquipiers. Mais le semi-démon a trop relâché son attention de Lek, qui s'est relevé. Il découpe les tentacules qui restreignent Jarès d'un coup vif. Pris au dépourvu, Hector se concentre alors sur le griffu afin d'esquiver ses coups. Nevis en profite pour faire surgir une petite colonne de feu bien placée qui brûle une partie de son torse, mais surtout la base des tentacules qui retiennent Océane. Lorniel s'est lui aussi relevé et lance une demi-douzaine de pics glacés dans l'angle mort de Zétos. Celui-ci s'en rend compte in extremis et bloque avec difficulté, et une légère douleur les pique à l'aide de son bras blessé, laissant une ouverture à Gaëla qui lui blesse le ventre d'un coup vif. Suite à cela, Zétos et Hector se regroupent, de même que l'équipe de héros. Les deux clans se fixent un moment. « Je crois que c'est râpé pour nous, Hector, » finit par dire Zétos. « Je le crains, » répond-il. Il rétracte ses tentacules et son collègue fait rétrécir ses bras à taille normale, faisant disparaître les blessures à cet endroit et tomber le javelot de Cécinos au sol. Ils sortent alors chacun un cristal de téléportation et les brandissent. « À la voyure !» lance Zétos. Le groupe essaye de les stopper, mais leurs attaques les atteignent trop tard. Ils ne sont plus là. Nous attendre petit groupe par petit groupe, ça veut dire qu'ils ont l'air pressés de faire quelque chose ici et qu'ils ne veulent pas être interrompus, observe Lorniel. Ça veut surtout dire qu'il va falloir se dépêcher et être très prudent, rajoute Océane. Plus profondément dans le château, les deux adolescents aux cheveux bruns rasés des deux différents côtés se tiennent debout au fond d'une grande pièce, comme montant la garde. L'air impassible, ils se tiennent la main l'un de l'autre. Dans la pièce précédente, le groupe apparaît hors de portée de leur vue, ayant disparu grâce au pouvoir de Jarès. D'après ce que Diane nous a informé, ce sont Carib et Scylla, chuchote l'invocatrice. Pourquoi sont-ils tous seuls dans un espace aussi dégagé, chuchote Cécinos de même. On pourrait passer discrètement devant eux grâce à mon pouvoir, continue Jarès. Il y a des risques qu'ils nous attaquent par derrière plus tard et qu'on soit pris en tenaille, intervient Lek.
Jarès? Oui, Océane? Tu pourrais les assommer en te glissant derrière eux? Ça paraît être la meilleure solution, acquiesce Lorniel. Je ne suis pas sûr de ce coup-là. On ne sait pas de quoi ils sont capables et j'avoue que j'ai un petit peu peur pour ma santé, conteste le démon. Ne t'inquiète pas, je vais t'épauler pour faire ça, s'avance Cécinos. Bizarrement, ça ne me fait pas me sentir mieux, rajoute-t-il. On n'a pas le temps de discuter de ça. Soyez le plus discret possible. Et au cas où ça tournerait mal, nous sommes juste à côté, prêts à intervenir, clôt l'invocatrice. Jarès, ne pouvant rétorquer, se lance dans sa mission, épaulé par Cécinos. Après s'être rendu invisible avec ce dernier aux yeux de tous, il se dirige à pas sûrs vers les deux adolescents qui restent concentrés sur place. Le démon se sent légèrement chancelant le temps d'une seconde, mais ne recule pas. Arrivé à proximité des adolescents, il les voit soudainement se faire empaler par le javelot de Cécinos. Plus que surpris par cette tournure, il voit alors le fils de Monor reprendre son arme et se tourner vers lui, le regard menaçant. « Vous êtes dingue !» s'écrie-t-il. Il échappe à plusieurs lancers de Cécinos, dont le javelot semble revenir dans les mains comme par magie. Il essaye de s'échapper en disparaissant, mais Cécinos semble toujours savoir où il se trouve malgré ça. Jarès commence à être de plus en plus pris par la peur. Mais Cécinos, de son côté, voit Jarès qui s'est rangé du côté des deux semi-démons avant de l'attaquer ensemble. Je me doutais bien qu'il ne fallait pas faire confiance à un démon. Eux trois lui envoient toutes sortes de projectiles magiques qu'il esquive tout en se préparant à porter un coup avec son javelot. Le spectacle est assez différent pour le reste du groupe, qui reste confondu de voir les deux hommes s'éparpiller dans la pièce, luttant contre des ennemis invisibles. Mais pris par leur surprise, ils n'ont pas remarqué que Charybde et Scylla se sont rapprochés d'eux. À peine ont-ils le temps de s'en rendre compte qu'eux aussi sont pris d'hallucinations. Chacun d'entre eux voit surgir des attraits de nulle part, qui massacrent en un rien de temps le reste de leurs compagnons de façon sanglante. Ainsi, tout le monde est pris d'une peur panique, choqué par le massacre sans cérémonie auquel ils croient venir d'assister, et inquiet de leur situation désastreuse. Chacun s'affole, attaquant sans réfléchir de toutes parts ses ennemis qui n'existent pas, sous les yeux des deux semi-démons qui restent impassibles. Lévis, sans doute le plus paniqué, se met à faire jaillir des colonnes de flammes de partout, dont l'une d'elles finit par atteindre Jarès, qui se voit brûler une partie importante du corps, tombant à terre dans une grande douleur. Charybde et Scylla, de peur qu'une des colonnes ne les touche, font voir à Cécinos sur un Jarès belliqueux, là où se situe en vérité Névis. Il lui lance alors son javelot, qui se plante dans son épaule et le fait se cogner au mur, suite au recul, et tomber dans les vapes. Lek, lui, finit par entailler le bras de Lorniel, qui voit l'attaque comme celle d'un Atrène. Mais le sorcier se rend compte que cette coupure ne correspond pas au coup de ces monstres. Une hallucination, saisit-il. Promptement, il réagit en fermant les yeux et en se crevant les tympans des oreilles. Désormais guidé par ses trois autres sens, il se dirige vers une cible précise. « Océane » murmure-t-il à lui-même. Il parvient à localiser l'invocatrice, se sentant impuissante avec autant d'ennemis invisibles qui l'encerclent. Le sorcier empoigne son bâton et la lance avec, produisant une forte bourrasque pour la propulser au loin. Malheureusement, peu après, il se fait transpercer le torse par Gaïla, qui le voit comme un ennemi. À une cinquantaine de mètres de là, Océane atterrit non sans douleur, mais libéré de l'hallucination des semi-démons. Elle observe plus loin le spectacle de ses camarades en train de combattre le vide et comprend vite la situation, ainsi que la raison pour laquelle Lorniel l'a délivrée, elle. Observant les corps meurtris de Névis, Jarès et Lorniel, elle ne perd pas de temps et se met à scander. « Ondins venant des mers, inondez mes ennemis de votre puissance !» 8 ondins apparaissent alors. 3 d'entre eux s'empressent d'aller mettre les corps des blessés en sûreté, tandis que les 5 autres foncent sur Charybde et Scylla. Les deux adolescents se rendent vite compte que leur pouvoir ne marche pas sur les créatures invoquées. Ils se font alors rossés par les ondins, finissant par tomber à terre en se lâchant la main. À ce moment-là, les hallucinations du groupe perdent en cohérence. Ce qu'ils voient ne colle désormais plus à ce qu'ils entendent. Ils n'en bougent plus, pris de sérieux doutes. Voyant qu'ils n'ont plus aucune chance, les deux semi-démons s'apprêtent à s'enfuir via leurs cristaux de téléportation, mais les ondins réagissent vivement et les détruisent avant qu'ils ne puissent les brandir. Les tenant à sa merci, Océane semble se demander quoi faire d'eux, tout en gardant conscience de l'urgence de la situation. Acculés par ces invocations, ils se rejoignent péniblement et se fixent dans le blanc des yeux en se tenant la main. « Toujours ensemble, dit Charybde, jamais séparés, enchaîne Scylla. Ils sortent alors chacun une lame noire et se poignardent le cœur l'un de l'autre avant que les ondins n'aient le temps d'intervenir. « Non !» crie Océane, quittant alors sa transe. Elle se rue alors vers les adolescents, tandis que le reste du groupe commence à revenir dans la réalité. « Merde !» s'exclame l'invocatrice, frustrée de dégoût à la vue des deux cadavres. Lex, Cécinos et Gaïla réalisent ce qui s'est vraiment passé et ce qu'ils ont fait.
Gaëla la première, en voyant le corps gravement blessé de Lorniel. C'est moi qui ai... balbutie-t-elle. Nous n'avons plus de temps à perdre. Gaëla, Cécinos, Lek, partez devant, arrêtez ceux qui restent. Je reste ici pour soigner les blessés. Serait saisi vite Océane. Je me fais moi aussi commander maintenant, se dit Cécinos. Bah, les trois concernés, reprenant également vite du poil de la bête, s'exécutent en pressant le pas, tandis qu'Océane commence à invoquer Ondine de toute urgence. Plus loin, devant la salle du trône, les soldats restants du château gardent la porte face aux troupes restantes de Atrènes qui la forcent et des dictions. Vesta et Thanatos restent derrière eux à observer. « Votre Altesse, j'ai peur que nous ne puissions plus tenir très longtemps », s'adresse un des soldats après-mort, assis sur son trône, cachant son anxiété. Le roi, appréhensif mais digne, ne dévie pas le regard de cette porte qui subit la pression des coups, même si de l'autre côté le chef de troupe s'impatiente. « Il serait peut-être temps que tu fasses quelque chose, Thanatos », ordonne-t-il au très jeune semi-démon. Ce dernier, d'un regard assez détaché, opine et s'approche du mur et le traverse sans sourciller. Les soldats, surpris par son apparition de leur côté, hésitent à l'attaquer vu son très jeune âge. Mais assez vite, il rentre son bras dans le ventre de l'un d'eux et le tue violemment en s'attaquant à ses organes internes. Horrifiés, les autres essayent alors de l'attaquer en réponse, mais il fait passer tous les coups de lance à travers lui, tout en se délectant du meurtre qu'il commet. De ce fait, la défense de la porte diminue et elle est sur le point de céder. C'est alors qu'arrivent les trois héros encore valides. Le javelot de Cécinos manque d'atteindre Ixion, mais ce dernier se sert à la dernière seconde d'un Atrène pour prendre l'attaque à sa place. Lek et Gaëla se lancent dans la mêlée, le griffu contenant Ixion en combat rapproché tout en bloquant ses attaques électriques de ses mains, tandis que l'épéiste s'en prend au Atrène, déstabilisant leur forcing. De son côté, Cécinos récupère son javelot et le lance vers Vesta, qui est restée immobile durant tout ce temps. Mais une sorte de champ de force recouvrant les contours de son corps fait valdinguer l'arme sans qu'elle se prenne le moindre dommage. Le commandant réitère ses attaques et essaye même d'attaquer au corps à corps, mais chaque coup se voit repoussé par son champ de force, tandis qu'elle demeure impassible et immobile. Cécinos semble avoir compris de quoi il en retourne, mais c'est alors que la porte cède face au Atrène encore en vie pour la forcer. De l'autre côté, les soldats sont en pleine débâcle face à Thanatos et ses pouvoirs confondants. Gaëla se fraye un chemin dans les Atrènes restants pour aller leur prêter main forte, mais la vision de Thanatos la perturbe une fois de plus. La ressemblance physique avec son frère est toujours perceptible et lui fait perdre à nouveau ses moyens et sa volonté, comme lors du combat à Seploka. Elle tremble et parvient difficilement à tenir son arme, tenant tout juste debout. Les Atrènes restants se mettent alors à nettoyer le chemin jusqu'au trône. Prémor et ses quelques gardes reculent, prêts à se défendre jusqu'au bout, mais ils se rendent compte que ce n'était pas le roi la cible visée, mais le trône lui-même. Trois Atrènes concentrent leurs attaques et le détruisent, révélant un socle en pierre lisse à sa base. « Vesta, maintenant !» crie Ixion, toujours en proie avec Lek. La concernée court alors en direction du socle. Cécinos, la poursuivant de plusieurs mètres, tue les Atrènes qui lui bloquent le chemin en faisant tournoyer son javelot, qu'il lance ensuite dans sa direction. Vesta, l'ayant anticipé, se stoppe dans sa course, et à nouveau immobile, repousse une fois de plus l'attaque. C'est là qu'il comprend que son pouvoir ne peut se manifester quand elle bouge. Se pensant à l'abri d'une autre attaque sur le coup, elle court alors de plus belle, et n'a pas remarqué que Cécinos a ramassé une des lances d'un soldat à terre et lui a envoyé juste après. Alors qu'elle est en plein mouvement, la lance se plante ce coup-ci dans son dos, la faisant tomber à terre à moins d'un mètre du socle. Dans un dernier effort, elle rampe vers lui et y insère un globe bleu qu'elle sort de sa poche. « Pour princesse scellée », dit-elle dans un dernier râle. Tout d'un coup, une lumière intense commence à se former à partir du socle. Lorniel finit par rejoindre le combat, terminant de tuer les Atrènes restants. Ixion se rend compte qu'il ne fait plus bon être ici et se téléporte après s'être dégagé des attaques de Lek, et Thanatos ne tarde pas à le suivre. Gaëla se ressaisit et le groupe assiste à la lumière qui s'intensifie, Cécinos n'arrivant pas à arracher le globe du socle malgré ses efforts. 5 autres lumières jaillissent aux 4 coins d'Eperdia, formant des lignes qui se rejoignent au centre du continent, au niveau du cratère. Et les ruines du château, précédemment occupées par Baki, se voient entourées d'un dôme de lumière bleue. À l'intérieur de ces ruines en question, Célé observe le dôme en train de se former. Le moment est venu. Elle fait alors face à son deuxième Tachyverpe dans une pièce confinée. De par ses mains, elle crée un flux de magie entre elle et la machine, qui finit par former un gigantesque tourbillon de magie noire au centre du cratère, visible partout sur Eperdia. Au château, Gaëla, Lek, Lorniel et Cécinos, ainsi que Prémor et les soldats restants, assistent bouche bée à ces apparitions. « Au moins, on sait où se trouve l'ennemi », observe l'épéiste. De son côté du château, Océane vient de finir de soigner Névis sous les yeux de Jarès, qui n'a pas quitté la salle. À peine prend-elle le temps de se reposer sur le mur, qu'elle et ses deux compagnons remarquent la forte lumière venant des fenêtres et observent à leur tour des manifestations au cœur du cratère ébahis. « Océane, regarde !» finit par remarquer Névis en jetant un œil en bas.
Tous baissent les yeux et voient au sol, à l'extérieur du château, deux corps inanimés. Il est difficile de dire s'ils sont morts ou évanouis. Il y a un soldat de la garde avec une sévère blessure au ventre, et par-dessous, Diane.